C'était les médias tous les mêmes côté sud avec entre autres Omar Belouchette qui nous rejoint dans un instant dans les studios de Cité Radio, la radio des Assises, pour votre Presse Club. L'occasion pour nous d'aborder la situation en Algérie. Et oui, et on rappelle que les élections prévues le 18 avril ont été reportées, sine die, et que le président Bouteflika n'a pour l'instant pas annoncé son départ alors que son mandat doit se terminer normalement le 27 avril. Donc Omar Belouchette, qui est le patron du quotidien algérien El Watan, est évidemment au cœur des événements et il viendra nous parler de la crise à l'Algérie juste après cette pause musicale. Dress.
Ce sont les aléas du direct. Le débat n'est pas terminé. Il y a eu encore quelques questions dans la salle. Du coup, Omar Belluchette n'est pas encore arrivé dans le studio. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une petite pause musicale. Et puis, dès qu'il est arrivé, on démarre le Presse Club.
Donc, de retour sur Cité Radio, la radio des Assises, avec le débat qui a pris un petit peu de retard. Du coup, ça explique notre petit décalage sur l'horaire. Merci beaucoup, Omar Bellouchette, de nous avoir rejoints. Content de vous revoir. On s'était vu aux Assises de Tunis. C'est de bons moments à Tunis. Ouais, c'était ouais, tout à fait. C'était une belle, un beau moment. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'actualité. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est vu, mais on va se retrouver pour le sommaire de ce Presse Club. Et oui, au sommaire aujourd'hui de ce Presse Club, la situation politique en Algérie, quelles perspectives et quels enjeux. Vous y étiez encore hier ou ce matin peut-être ? Hier. Ouais. Donc vous pourriez nous en dire un petit peu plus. Avec plaisir. En deuxième partie, nous parlerons de votre parcours, de votre journal El Watan, quotidien indépendant depuis 1991. 90. Pardon. Et enfin, les étudiants de l'école de journalisme de Tours viendront vous poser leurs questions en fin d'émission. Mais avant cela, votre portrait signé Dorian Lejeune, lui aussi de l'école de journalisme de Tours. Bonjour Monsieur Bellouchette. Alors, El Watan, c'est l'histoire d'un homme, Omar Bellouchette, qui estime que le pouvoir ne peut pas décider de la pensée du peuple algérien. C'est votre histoire, Omar, vous qui avez combattu corps et âme pour que tous puissent exprimer leurs opinions, pour que tous puissent ne pas être d'accord avec un régime autoritaire, au point d'être emprisonné pour avoir dénoncé les dizaines d'assassinats de journalistes durant la guerre civile et de supporter un véritable harcèlement judiciaire depuis la création du journal. Ce journal, vous l'avez fondé en 90, donc, avec d'autres journalistes d'El Moudjahid, un quotidien étatique, passant de porte-parole du pouvoir à référence du contre-pouvoir algérien. Depuis, El Watan a dû faire face à 6 interdictions de parution de 93 à 98. L'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika en 99 marque la fin de ces interdictions, mais n'empêche pas pour autant les tentatives de musellement. Et même lorsque le peuple investit les rues, dans un remarquable pacifisme, pour dénoncer une énième présentation de Bouteflika à la présidentielle, la plupart des médias nationaux préfèrent détourner les yeux. Vous faites partie des rares rédactions à critiquer cette irrévocable continuité du pouvoir, tandis que d'autres préfèrent s'intéresser au commun par crainte des répressions habituelles. Alors que les réseaux sociaux s'enflamment sous les indignations du peuple algérien, la télévision semble n'avoir rien vu ni rien entendu. Les objectifs sont braqués vers le vide. Vous faites le choix de porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres. En une de votre journal, vous n'hésitez pas à parler des ruses du président, vous réclamez qu'il affronte ses responsabilités et vous exhortez le peuple algérien à investir les rues pour poursuivre la lutte pour un nouvel avenir. À travers El Watan, Omar, vous avez participé à cette révolution de la parole, de la pensée. Le journal est devenu le porte-voix de celles et ceux qui n'avaient ni le pouvoir ni l'attention de s'exprimer et encore moins d'être écoutés. C'est à force de courage et de témoignages que nous arrivons à ce résultat de liberté aujourd'hui, de confiance suffisante pour oser enfin dénoncer les injustices d'un État qui ne croit pas en la légitime souveraineté du peuple. Ce rôle, qui est celui du journaliste que de prêter sa plume aux idées de chacun, quelles qu'elles soient, vous a coûté 2 tentatives d'assassinat à votre rencontre et vous coûte encore, sans doute, je pense, votre liberté de vivre sans crainte. Les rédactions sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à suivre cet exemple depuis les manifestations historiques de ces 2 dernières semaines. Certains journalistes s'offrent la liberté de ne plus lire les prompteurs et raconter la vérité sur les événements. D'autres démissionnent carrément pour ne plus devoir subir la censure étatique. Une lumière inédite semble se lever sur l'Algérie, portant avec elle la promesse d'une aube nouvelle pour son peuple. Et les médias comme les vôtres n'y sont pas pour rien, je crois. Je vous remercie. C'est un parcours effectivement très, très difficile, très dur, mais on a fait le choix en 90 de nous battre pour la liberté de la presse dans notre pays. Nous considérons que c'est aux journalistes algériens de le faire dans leur pays, ce n'est pas aux journalistes français ou italiens ou américains d'aller en Algérie et se battre à notre place. Donc c'est un combat très complexe, très difficile qu'il faut mener parce que notre pays a besoin de liberté de la presse pour faire avancer les idées démocratiques. L'Algérie a besoin de démocratie. Je crois qu'il y a aujourd'hui un éveil formidable de la société algérienne pour que l'avenir soit meilleur. Alors justement, vous revenez d'Algérie. Quelle est l'ambiance là-bas Elle est formidable. Elle est formidable. Je vous assure qu'il y a une situation nouvelle depuis quelques semaines. Il y a une mobilisation de la population qui est tout à fait exceptionnelle. Il y a le mur de la peur qui a disparu. Hein.
Les autorités, jusqu'à maintenant, disaient à la population, c'est nous ou c'est le chaos. Et là, la population algérienne a dépassé tout cela. Vous le savez, l'Algérie a vécu ce qu'on appelle la décennie noire, la guerre civile. Il y a eu 100 000 morts. Hein. Ça a créé des traumatismes. Il y a la mémoire de ce qu'on appelle la décennie noire, c'est-à-dire que durant toutes ces dernières années, les Algériens avaient peur de protester, avaient peur de manifester, avaient peur de sortir dans la rue, avaient peur de revendiquer un peu le minimum, le SMIC, comme on dirait sur le plan démocratique. Et aujourd'hui, cette peur a disparu. Comment vous expliquez que cette peur ait disparu? Il y a eu un déclic. Un déclic, c'est la présentation par les autorités, la présentation de Abdelaziz Bouteflika, le président actuel, pour un 5e mandat. Ça a été perçu par les Algériens comme une humiliation. C'est vécu comme une véritable humiliation. C'est un homme affaibli. C'est un homme qui est malade, lourdement handicapé. C'est un homme qui ne parle plus, n'a pas fait de discours depuis pratiquement 2015, me semble-t-il. Il a eu un AVC. C'est un homme qui ne reçoit presque plus. Et puis là, vous avez le pouvoir algérien qui ose, dans le cadre de la continuité, ce qu'ils disent, un peu les éléments de langage du pouvoir, la continuité de la stabilité du pays. Allez, on vous présente cet homme comme étant, on le présente à la limite comme un immortel. Et ça a été très mal vécu. C'est vrai qu'il y a, durant toutes ces dernières années, beaucoup de reproches qui sont faits par la population aux autorités. Il y a beaucoup de corruption, il y a le taux de chômage qui est en train de grimper, notamment pour les jeunes diplômés, les moins diplômés. Il y a beaucoup de choses à reprocher au pouvoir. Il fallait quelque part un déclencheur. Et le déclencheur, ça a été la présentation de Abdelaziz Bouteflika, un homme malade, lourdement malade, à une nouvelle candidature. Alors, on voit là, les manifestations monstres à Alger. Alors, on se demande forcément... Sur toute Chiramie, sur l'ensemble du pays. Sur tout le pays, oui, tout à fait. Pas que la capitale. Ah, oui. On se dit un peu, alors, où va l'Algérie? Est-ce qu'il y a un risque que ça dérape? Est-ce qu'il y a un risque de violence? Je veux rassurer vos auditeurs. C'est une démarche, absolument. Il n'y a aucun risque de radicalisation dans le sens de la violence. Les marches, vous l'avez constaté, elles sont menées généralement par les étudiants, par les jeunes, des jeunes cadres, etc. Un peu partout, l'ensemble du territoire. Elles sont pacifiques. Et tenez-vous bien, après les marches, il y a des jeunes qui s'organisent pour ramasser, nettoyer les... C'est incroyable, absolument. Mais il y a même une fraternisation avec les... Pour que ça dérape pas, il faut être deux. Alors, et le pouvoir, comment il va réagir? Le pouvoir, jusqu'à maintenant, ne réprime pas, parce qu'il a compris rapidement qu'il a en face de lui des millions d'Algériens. Est-ce qu'ils vont pouvoir réprimer? Il y a 40 millions d'habitants, 40 millions d'Algériens qui souhaitent un changement, qui souhaitent qu'il n'y ait plus Abdelaziz Bouteflika au pouvoir, parce on sait, tout le monde sait en Algérie que ce n'est pas lui qui dirige depuis 4-5 ans. Que ce soit c'est sa famille, ou bien c'est les services, ou bien c'est l'armée, les services de l'armée, ou bien c'est l'armée elle-même. Donc les Algériens veulent avoir un président qui soit, qui ait la décision, qui gère le pays, qui leur parle, qui leur dit voilà, j'ai un dessein, j'ai envie de faire sortir ce pays du marasme, etc., etc. Et donc il est difficilement acceptable que l'armée demain sorte dans la rue. L'armée a déjà vécu un traumatisme très fort qui est encore dans les mémoires. C'est octobre 88. Il y a eu 600 morts, il y a eu un soulèvement de la même nature. Il y avait de la violence quand même des jeunes à l'époque, en octobre 88. L'armée est sortie dans la rue. Elle a réprimé sauvagement les jeunes Algériens, la torture et aussi la mort de 600 jeunes Algériens. Et l'armée n'a pas envie de rééditer un peu cette douloureuse expérience. Pour en revenir plutôt sur les médias. Plusieurs reprises d'organiser, d'imposer un service public, comme ça existe un peu dans les médias publics un peu partout, dans votre pays ou en Europe. Et ça n'a pas marché. À chaque fois, une répression, à chaque fois, ils arrivent à les diviser, etc. Cette fois-ci,
la coupe est pleine. Des millions d'Algériens, ce que nous vivons, il faut que j'arrive à vous le communiquer, nous vivons une véritable révolution démocratique. C'est incroyable. J'en parle et j'arrive pas à y croire. Absolument. Des millions de jeunes qui sont dans les rues d'Algérie à manifester, à scander, à dire non à ce pouvoir. Nous voulons un changement de régime et les journalistes de la télévision publique, des radios publiques, etc., ça reste quand même des médias assez importants par le nombre. Se sont soulevés, il y a eu des assemblées générales, ça a été houleux et on réussit à imposer aux responsables des médias publics, des directeurs, mais aussi à imposer au pouvoir politique à ce que les médias publics parlent. Parce que pendant quelques semaines, il y avait blackout. Toutes les villes d'Algérie, ça bouillonne. Et puis, dans les médias publics, allez, toujours le programme, le Premier ministre a fait ceci, le ministre a fait cela, etc., etc. Donc, il y a eu des démissions, comme vous le disiez tout à l'heure, assez spectaculaires. Ça a créé une forte émotion au niveau du public, des Algériens. Il y a eu des marches aussi qui ont été réprimées, des journalistes publics. Et le combat, je crois savoir que le combat des journalistes du secteur public se maintient, se développe pour exiger à ce qu'il y ait des formes de comités de rédaction qui se mettent en place pour pouvoir offrir aux auditeurs une information beaucoup plus équilibrée. Et alors votre rôle à vous, puisque vous avez un média indépendant depuis très longtemps, qui est connu pour ça, qui a, comme on l'a vu dans le portrait tout à l'heure de Dorian, a été aussi réprimé pour ça. Quel est votre rôle? Comment vous pouvez vous positionner, vous, en tant que média indépendant, dans cet éveil, justement Nous faisons notre job, nous accompagnons ce mouvement. Nous avons, pendant de longues années, critiqué l'autoritarisme, dénoncé les affaires de corruption. Nous avons pris parti contre le 4e mandat, également contre le 5e mandat. Et je vois on constate que tout ce travail aujourd'hui, aussi le travail de l'opposition, d'autres médias, d'autres journalistes, des blogueurs, de la société civile, une bonne partie de la société civile, a produit cet éveil formidable de la société algérienne qui souhaite se débarrasser, bien entendu, en premier lieu, du président Bouteflika, qui est un homme affaibli, c'est pas lui qui gère. On se demande même s'il est au courant de ce qui se passe dans le pays, mais aussi se débarrasser de ce régime, surtout. Se débarrasser un peu de ce pouvoir, de ce système politique qui gangrène la vie des Algériens. Alors, mais vous, effectivement, vous êtes indépendant, donc vous vous opposez, vous dénoncez beaucoup. Mais alors, comment vous faites pour vous informer, pour pouvoir informer la population derrière de ce qui se passe et surtout de cet échiquier politique, de savoir, bon, alors du coup, d'accord, il est malade, au début, il voulait se présenter, il ne se représente plus finalement, parce qu'effectivement, il a quand même compris que la population s'était soulevée et qu'elle n'en voulait plus. Comment vous faites, vous, pour après avoir les informations qu'il y a derrière, en fait, qui va se présenter, qui est en place, qui fait quoi, parce que du coup, en tant qu'opposant, bien évidemment, vous ne pouvez pas arriver avec votre carte. Nous avons une rédaction de 100 journalistes professionnels et une cinquantaine de collaborateurs. Donc, des journalistes, on a des jeunes, mais aussi des moins jeunes, des journalistes qui ont des réseaux, qui ont de l'information, qui arrivent à avoir de l'information. Donc, nous arrivons à bâtir un peu l'autre journal sur des informations crédibles, avec une rédaction qui est performante, qui est formée. La rédaction d'El Watan a été formée avec... Mais alors, comment vous avez vos informations? Nous avons nos canaux, nous avons nos réseaux, nous avons des gens qui nous informent sur ce qui se passe. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le mouvement populaire, c'est dans la rue. C'est le mouvement, ce mouvement politique aujourd'hui. Il y a une renaissance de l'Algérie. Le pays était géré par un système autoritaire. La voie était fermée, c'est-à-dire que les libertés étaient réprimées, les libertés étaient le pouvoir ne laissait aucune chance aux libertés. Aujourd'hui, la population a décidé de briser un peu
ce carcan et essayer de réclamer, d'exiger à ce que le mode de gouvernance soit démocratique et que le mode de gouvernance change. Donc finalement, la position d'El Watan, c'est de suivre la rue, en fait, ce qu'il y a dans la rue, de couvrir ce qu'il y a. Oui, absolument. Nous couvrons énormément parce qu'il y a beaucoup de. Il y a aujourd'hui de plus en plus de corporations qui sont en train de rejoindre un peu le mouvement des étudiants, le mouvement de protestation. J'ai appris ce matin que les enseignants étaient dans la rue. J'ai appris également que 200 pilotes de la compagnie publique nationale qui ont signé une pétition contre le 5e mandat. Les travailleurs du principal opérateur public de téléphonie sont également sortis. Des travailleurs de Sonatrach. Sonatrach est si vous voulez, la moelle épinière de la rente du système, du régime politique en Algérie. Certains travailleurs du Sud sont en grève, n'ont pas arrêté la production, mais on fait savoir que si le président maintient sa candidature, et si le système politique, s'il n'y a pas évolution dans la nature du système politique, les travailleurs du Sud, il est fort à parier que le travail du Sud des hydrocarbures vont se mettre en grève. Alors on parle d'Algérie, on parle de médias. Je vous propose une revue de presse des médias algériens par 2 étudiants également de l'EPJT, Julie Petitfrère et Paul Abran. La dernière ruse de Bouteflika, c'est le titre à la une du journal mars. En effet, un jour plus tôt, le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika renonçait à un 5e mandat et repoussait les élections présidentielles. Celle-ci était prévue le 18 avril prochain. Le Soir d'Algérie, dans le même esprit, titré « L'énigmatique aveu de Bouteflika ». Un certain scepticisme qu'on retrouve donc dans ces unes de quotidiens nationaux algériens privés et indépendants. A l'inverse, d'autres titres comme le journal El Moudjahid souligne le service exclusif rendu au peuple algérien en une, tout en illustrant le président Bouteflika derrière un micro, chose qui ne s'est pas produite depuis 2014 après son accident vasculaire cérébral. Alors du côté des chaînes de télévision et des radios algériennes, elles ont passé sous silence les manifestations qui animent le pays depuis plus de 2 semaines maintenant, ce qu'ont critiqué de nombreux journalistes comme Myriam Abdou, rédactrice en chef de la chaîne 3, la radio nationale algérienne. Elle a démissionné pour contester cette censure. Journaliste en herbe, alors nous nous sommes demandé comment couvrir cet événement depuis la France. À notre micro, Nicolas Jacobs, médiateur de l'information à France Télévisions, nous renseigne. L'Algérie, c'est relativement facile parce qu'on a des fixeurs, on a des contacts amicaux, semi-professionnels. Enfin, sur Alger, on peut facilement mobiliser à peu près une dizaine de personnes de confiance. Ensuite, sur Paris, les vérifications sur les images, parce qu'évidemment, ce genre d'événement, c'est couvert à 80% par les réseaux sociaux maintenant. Enfin, en tout cas, 80% de la masse des informations et des images qui arrivent viennent via les réseaux sociaux. Donc on a appris à nos dépens qu'il fallait les manipuler avec des pincettes. Donc petit à petit, on apprend à vérifier. Et on a établi un certain nombre un protocole de sécurité qu'à partir du moment où une image n'est pas sourcée, elle n'est pas diffusée. On ne met pas de conditionnel sur les images en disant ce serait, etc. On source, on diffuse, on ne source pas, on ne diffuse pas. Alors vous êtes toujours sur Cité Radio, la radio des Assises en compagnie d'Omar Bellouchette. Alors Omar, une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre Oui, absolument. Les réseaux sociaux en Algérie ont joué un rôle considérable. Les mouvements de protestation, les appels à la protestation, les appels à la marche, etc. ont été, dans un premier temps, ont été relayés par Facebook, et ensuite transmis par les médias traditionnels qui s'opposent au régime. Donc, comme on le disait tout à l'heure, votre journal existe depuis 1990. Comment vous avez fait depuis toutes ces années pour assurer votre indépendance et comment vous avez fait pour durer comme ça sur des années? C'est une histoire de résistance. En 90, juste après les événements d'octobre 88, il faut savoir qu'en octobre 88, le pays a vécu un soulèvement pareil, mais malheureusement à l'époque assez violent. Et à la suite donc de ce soulèvement, de cette révolte d'octobre 88, une constitution
de type libéral a été produite en février 89 qui autorise le pluralisme politique et la liberté d'expression et la liberté de la presse. Auparavant, le pays de 62 à 89, 90, le pays était dirigé par un seul parti. Il n'y avait pas de pluralisme. Il y avait uniquement, en matière de presse, il y avait El Moudjahid et un journal l'équivalent en arabe, Shab, mais il n'y avait pas de liberté de la presse, etc. Donc à partir de 89, il y a un mouvement de libéralisation qui a permis au pays de se doter de journaux privés, de journaux indépendants. On était de jeunes journalistes à l'époque, on s'est regroupés en sorte de coopérative, 20 journalistes, et on a décidé de lancer Al Watan. Et notre cheval de bataille, ça a été de créer un journal qui soit autonome, qui soit indépendant. Financièrement surtout. Oui. Parce que oui, l'arme économique... Tout à fait, absolument. Et pour justement protéger un peu l'indépendance éditoriale du journal, on a été obligé de travailler sur les conditions économiques, les conditions industrielles de l'autonomie. Et on a effectivement, avec un partenaire en langue arabe, Al-Khabar, un grand journal en langue arabe, nous avons lancé nos propres sociétés de diffusion, nous avons lancé nos propres imprimeries, lancé nos propres boîtes de communication pour la collecte de la publicité, parce que le gouvernement avait décidé à partir de 1993 de nous supprimer la publicité publique. Et donc cette autonomie nous permet, cette résistance nous permet d'avoir une liberté éditoriale. Il faut savoir que cette liberté éditoriale nous permet de franchir toutes les lignes rouges, d'évoquer toutes les questions qui fâchent, les questions de l'armée, les questions de la présidence, les questions de la police politique, etc. Et ça nous a valu... La question, c'est comment vous pouvez traiter En fait, ça m'intrigue parce que comment vous pouvez traiter de ces sujets-là si, forcément, quand on est opposant, les portes se ferment. Donc, quelle va être, entre guillemets, la qualité de l'information et surtout la densité, en fait, de l'information. Nous avons la rédaction de Al-Watan est composée de 100 journalistes professionnels. Certains ont une grande expérience, en beaucoup de réseaux. Ils ont des connaissances. Donc, comme dans tous les journalistes dans le monde, dans les pays démocratiques, les journalistes ont leurs sources. Ils ont Ça peut être que des fuites, en fait. Enfin, c'est des fuites que vous avez... Pas nécessairement. Que vous pouvez vérifier, du coup ? Nous, comme monsieur le médiateur l'a dit tout à l'heure, nous avons des informations qui nous arrivent en brut. Nous prenons le temps de les vérifier. Voilà, c'est surtout ça en fait. D'accord. Nous prenons le temps de les vérifier. Vous avez les moyens de les vérifier ? Oui, absolument. Parce que vous ne pouvez pas décrocher votre téléphone et dire j'appelle le Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez raison. C'est ça en fait. Les ministres ne nous parlent pas. Comment vous faites pour vérifier vos... Le pouvoir ne vous parle pas en fait. Pas Donc comment vous pouvez avoir des informations qui concernent le pouvoir si vous n'avez pas la source Il y a des informations qui concernent l'administration que nous arrivons, pas nécessairement avec les ministres, mais il peut y avoir des fonctionnaires qu'on arrive à contacter discrètement, qui travaillent dans les ministères, etc. C'est un travail de l'ombre alors. Oui, absolument. Dans toutes les démocraties, il y a parfois le pouvoir politique. Vous vivez ça très bien ici en France, il y a parfois des fonctionnaires des ministères qui ne sont pas d'accord avec le ministre et qui balancent au canard enchaîné des dossiers bien ficelés. Finalement, c'est partout pareil. C'est partout pareil. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui ont le souci du bien public, qui ont le souci ici ou ailleurs, chez nous également, elles sont enragées de voir autant de gaspillage, un pays aussi formidable être mal géré, et puis qui décident d'appeler discrètement des journalistes, leur donner, fournir des documents ou des informations de première main, sourcer des documents, etc., qui permettent d'offrir aux lecteurs des informations de qualité. Voilà. Donc nous avons cette capacité à travailler, à ne pas respecter les lignes rouges, pour nous, a été
très dur, puisque le journal, ça a été dit par votre collègue tout à l'heure, le journal a été fermé à 6 ou 7 reprises. La dernière suspension en 98, elle a duré 1 mois, elle a failli nous faire disparaître. Interdit, comme je l'ai dit, de publicité publique. Donc les tentatives d'étouffement ont été importantes quand même. Dans 30 ans, j'ai fréquenté les tribunaux comme nulle part ailleurs. Nous avons un siège construit il y a quelques années, un magnifique siège à Alger, qui est toujours fermé par les autorités. Il est terminé, le financement a été remboursé, etc. On nous sort une histoire à dormir debout. Bon, ils vous ont laissé le construire quand même. Pardon? Ils vous ont quand même laissé le construire du coup. Oui, absolument. Oui, absolument. Mais ça a été. C'est une bonne question, mais j'ai envie de répondre. Le terrain a été acheté, n'a pas été acquis au prix des autorités, mais c'est un terrain qui a été acheté dans une vente aux enchères. Et quand les autorités ont appris que nous avions acquis le terrain, elles ont demandé au maire du coin où on a bâti le terrain, d'annuler la transaction. On leur a dit que c'est pas possible. Al Watan a produit un chèque, il a assaillé le terrain, et on a mis 10 ans en 2010, 2001, on a acheté le terrain, on a mis 10 ans. Ça répond un peu à votre interrogation. On a mis 10 ans pour avoir les papiers, l'acte de propriété. Ensuite, quelques années après, pour pouvoir avoir un permis de construire. Ça a été très difficile. Et puis, quand l'immeuble est terminé, c'est la police qui intervient pour nous empêcher de l'occuper. Alors, Omar, vous avez vu, il y a 3 nouveaux étudiants qui se sont installés autour de la table. C'est pas pour rien. C'est le moment de leur laisser la parole pour 10 minutes d'interview. Cité Radio, l'invité face à l'école publique de journalisme de Tours. Oui, bonjour monsieur. Donc en effet, nous sommes étudiants en école de journalisme à Tours. Et du coup, il y a une première question que je voudrais vous poser, c'est avec toutes ces difficultés qu'il y a à faire le travail de journalisme en Algérie, pardon, est-ce que le métier suscite beaucoup de vocations chez les jeunes aujourd'hui? Oui, absolument. Sauf durant la période du terrorisme. Là, la rédaction s'est vidée. Je suis franc, je vous le dis. Il y avait un journaliste en 92. Le terrorisme a débuté. Les journalistes s'est ciblé à partir de. Ça a commencé en 93, mai 93. Et voilà, la rédaction d'Al Watan, on a perdu quand même 20 journalistes. La plupart, c'est légitime, sont réfugiés. Sont venus en France, voilà, il a fallu reconstituer un peu les effectifs, etc. Mais sinon, toutes ces dernières années, il y a beaucoup d'étudiants en journalisme diplômés qui souhaitent rejoindre la rédaction d'Al Watan, notamment la rédaction d'Al Watan. Voilà. Parce que du coup, le parcours, enfin pas forcément le parcours typique, mais est-ce que c'est un peu comme ici en France, des écoles de journalisme reconnues ou non? Est-ce qu'il y a des formations reconnues pour devenir journaliste? Oui, il y a des formations reconnues, absolument. Il y a des écoles. On se plaint, nous, utilisateurs des diplômés de l'école du journalisme, que ces écoles ne tiennent pas compte des besoins, un peu de nos besoins en matière de formation. Donc nous sommes rapprochés de ces écoles pour leur dire un peu, il y a un travail de coordination pour évaluer le travail qui est fait sur le plan théorique. Une question? Oui, bonjour. Les années 90 ont été marquées donc, par la décennie noire, vous en avez parlé, la guerre civile algérienne. Est-ce que vous avez puisé dans ce conflit votre motivation à informer la population algérienne en toute indépendance? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez puisé dans le conflit des années 90 votre motivation à vouloir informer la population algérienne en toute indépendance, justement? Oui, absolument. La période, c'est une question très, très importante, très intéressante. Elle est pour nous cardinale. La période, le journal a été lancé en 90. Ça a été une formidable période entre 90 et 92. On appelle ça le printemps de la presse algérienne. Beaucoup de titres, c'était l'ouverture politique, j'en parlais tout à l'heure, après la constitution de 89. Donc c'est une période de création de journaux. On voulait prouver aux Algériens que, notamment au pouvoir,
précédents que les Algériens sont capables de produire des journaux de qualité, informés régulièrement, etc. Et puis, avec la période du terrorisme, ça a été une période pour nous sombre. Le journal s'est transformé, Al-Watan et d'autres journaux, en journal de résistance, de combat. Il fallait continuer à exister. Là où on est, à la Maison de la Presse, il y a eu, donc j'ai parlé des assassinats, des tentatives contre des journalistes de Al-Watan. Il y a eu 3 bombes qui ont été déposées à la Maison de la Presse. Donc c'est pour vous dire que c'est une période qui est pour nous très dure, d'ailleurs même très dure à évoquer, je vous l'avoue. Mais en même temps, ça a été une période de résistance. Moi, je me pose la question parfois avec des amis, etc. Mais comment on a fait pour tenir le coup? C'est-à-dire il y a un acharnement contre la population algérienne, contre les intellectuels, pas uniquement les journalistes. Hein. Beaucoup d'artistes ont été assassinés, beaucoup de comédiens, de comédiennes. Et donc ça a structuré un peu l'ADN du journal, c'est-à-dire cette résistance d'abord contre le terrorisme, en parallèle cette résistance contre l'autoritarisme fait que ces derniers jours les gens sont étonnés de voir un peu Al-Watan, les unes d'Al-Watan, cette liberté de ton, mais elle vient de loin, elle vient un peu d'une histoire qui a été douloureuse, d'un combat pour que notre pays puisse garder des espaces libres d'expression. Alors bonjour, moi je voulais vous parler de l'évolution du métier de journaliste, notamment avec les réseaux sociaux, que ce soit en Algérie, en France, dans le monde entier. Il y a eu vraiment une évolution du métier et je voulais savoir comment vous êtes adapté, parce que je suppose qu'en 90, c'était pas la même façon de travailler qu'aujourd'hui. Et donc comment vous êtes adapté? Est-ce que les qualités de journaliste ont évolué aussi? Nous ramons. Nous sommes concurrencés, je le dis honnêtement, la presse papier est concurrencée par les sites internet, par Facebook, etc. Nous gardons à Al-Watan une certaine qualité de l'écrit, ça nous permet d'être toujours en relation avec nos lecteurs, nous arrivons toujours à séduire des lecteurs, mais la tâche est difficile. Partout dans le monde, vous le savez, le papier est en crise. Partout dans le monde, chez nous également. Voilà, donc nous essayons avec la qualité des journalistes que nous avons, avec les prises de position aussi que nous avons. Facebook, il y a beaucoup d'informations, mais ça manque d'analyse. Nous offrons aux lecteurs ce que Facebook ne peut pas offrir. Parfois, je ne parle pas de la période récente ou d'appel à la mobilisation, mais toutes ces dernières années, parfois, le Facebook, c'est des rumeurs, c'est des fausses informations, etc. Alors que le Watan est resté sur une ligne de travail professionnelle, de vérification de l'information et des enquêtes. Nous faisons beaucoup d'enquêtes qui plaisent aux lecteurs parce que nous avons des journalistes de qualité. Nous essayons de donner les moyens pour que des enquêtes soient de qualité et qui sont très largement d'ailleurs reprises, y compris au niveau du web, du Facebook, etc. Et est-ce que vous utilisez vraiment les réseaux sociaux comme... Est-ce que justement les réseaux sociaux, on dit que ça tue entre guillemets la presse papier, est-ce que vous en servez vous comme une force? Tuer pour nous, le mot est très fort, mais concurrencer sérieusement, oui absolument. Ça, on est contraint aujourd'hui de nous adapter un peu à la rapidité. Au moment où on boucle le journal par exemple à 20h, c'est ce que je dis aux journalistes. Il faut un effort d'adaptation, il faut un effort d'amélioration parce que à 20h, 21h, toutes les informations chez nous en Algérie ou ailleurs dans le monde, c'est déjà connu en temps réel. Il n'y a pas que le papier qui est menacé. Je me rends compte par exemple que dans 2 pays qui sont l'un face à l'autre, la France et l'Algérie, les gilets jaunes, ça a été porté par Facebook. Chez nous, la mobilisation qu'on vit, formidable mobilisation qu'on vit aujourd'hui, ça a été porté par Facebook. Donc pour nous, médias traditionnels, ça pose problème, ça nous interpelle, ça diminue dans nos capacités, mais en même temps, ça nous interpelle de revoir un peu peut-être la qualité de nos écrits, la qualité un peu de nos interventions.
Et alors, justement, par rapport à cette couverture du mouvement, on n'a pas beaucoup parlé du fait que certains médias avaient un peu passé sous silence les manifestations et tout, et le Watan s'est différencié, notamment avec la une dès le lendemain ou le surlendemain des premières manifestations, en se questionnant sur ce mouvement et en parlant. Est-ce que c'est une force de votre journal? Est-ce que vous, c'est là que vous vous reconnaissez en tant que journaliste à devoir traiter ce mouvement? Dans des moments pareils, c'est de sentir que le pays bouge et d'accompagner surtout. Voilà, la question, le sens de votre question, c'est d'accompagner. Il y a un mouvement politique considérable qui s'est mis en place il y a près d'un mois. Il fallait rapidement ne pas hésiter à accompagner ce mouvement. Une toute petite dernière question, encore quelques minutes, mais vraiment quelques minutes. Oui, on en parlait tout à l'heure. Il y a une tentative donc, de sabotage du journal qui a eu lieu en 2011. C'est bien ça? Et vous-même, vous avez fait l'objet de 230 procès en diffamation. Donc moi, je me demandais où est-ce que vous puisez aujourd'hui encore votre motivation à poursuivre votre activité de journaliste? Écoutez, la motivation vient du fait que personnellement et toute l'équipe de l'Ouatan, nous sommes très attachés à l'exercice un peu de notre métier, libre et indépendant. Nous sommes attachés au fait que notre pays a besoin de liberté de la presse, a besoin de démocratie pour sortir du système dans lequel... et ça nous donne, bien entendu, une responsabilité considérable. À la limite, ça relève du... sacrifier un peu pour ce beau pays, pour ce pays formidable qui a besoin d'un autre système politique. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. C'est pas aux Espagnols, Français ou Américains à venir faire ce job. C'est à nous, journalistes algériens, de nous battre pour la liberté de la presse dans notre pays. Ce que nous attendons un peu de la presse mondiale, et elle le fait à chaque fois, c'est qu'il y ait un soutien, s'il y a un relais des combats que nous menons. C'est magnifique de se battre dans son pays pour la liberté, pour que ce pays redresse la tête, pour que ce pays ne soit plus pourvoyeur de jeunes qui vont se jeter dans la mer et mourir pour passer clandestinement en Europe à travers la mer Méditerranée, pour que ce pays se développe et maintienne ses étudiants en Algérie qui ne soient pas massivement... qui ne viennent pas massivement ici poursuivre leurs études en France, que j'ai rien contre la France, j'adore votre pays, hein, je travaille en langue française, mais je veux dire que c'est un grand pays qui a besoin de revoir la nature du système politique pour produire demain une croissance, un développement qui profite au maximum. L'Algérie est un grand pays qui doit se développer et créer sa croissance. Ce sera votre conclusion. Omar Bellouchette, propriétaire de l'Ouatan, merci d'être venu nous rejoindre. Beaucoup, Omar. Merci de m'accueillir et puis avec des étudiants qui on reçoit, il faut que je vous le dise, on reçoit énormément, je vous assure, énormément d'étudiants, parfois de première, deuxième année, des écoles de Lille, de Paris, etc., qui demandent à faire leur stage chez nous. Donc voilà. Les contacts sont pris, vous pouvez. Absolument. Il y a des échanges aussi dans ce sens-là. Oui, merci absolument. aussi aux étudiants de l'EBJT d'avoir participé à ce tout premier Presse Club. Mathieu, merci à toi. Merci Ferial. Et puis on se retrouve donc nous demain. On se retrouve demain. Demain, même heure, même radio, la radio des Assises, Cité Radio. Et donc, pareil, à la même heure, avec Léa Lejeune du collectif Prenons la Une. On vous remercie. Bonne fin de journée. À bientôt. Voilà. À demain.